Tu veux aller à l'université? Bien. Débrouille-toi toute seule, a dit ma mère en faisant glisser un chèque de 120 000 € pour les frais de scolarité sur la table, vers ma petite sœur. Même table, même dîner, même parents, filles différentes. 9 ans plus tard, je me tenais au fond de la salle, au mariage de ma sœur. Un mariage payé par les mêmes parents qui n'avaient pas pu débourser un centime pour mon avenir. Ma mère a balayé la pièce du regard et a murmuré à mon père, « Pourquoi ai-je l'impression qu'il manque quelque chose ?» Avant que quiconque puisse répondre, le marié est devenu livide. Il m'a regardé, puis Julia, puis de nouveau moi, et il a prononcé un seul mot qui a réduit 200 invités au silence. Ce mot, et ce qui s'est passé ensuite, a détruit un mariage, un mensonge familial, et 9 années de silence, le tout en moins de 4 minutes. Avant de continuer, prenez un moment pour liker et vous abonner, mais seulement si cette histoire vous touche vraiment. Laissez votre localisation et leur local dans les commentaires. J'aimerais savoir d'où vous regardez. Je m'appelle Pej Connelly. J'ai 27 ans, et ceci n'est pas une histoire de vengeance. C'est une histoire de survie, qui se termine par une forme de justice. Maintenant, laissez-moi vous ramener 9 ans en arrière, au dîner qui a tout changé. J'ai grandi dans une maison coloniale blanche sur Maple Ridge Lane, à West Hartford, Connecticut. 4 chambres, garage pour 2 voitures, une pelouse que mon père tondait chaque samedi comme une horloge. De l'extérieur, nous avions l'air d'une famille qui tenait la route. De l'intérieur, eh bien, ça dépend de quelle fille vous posez la question. Ma mère, Donna Connelly, avait un système. Il n'était écrit nulle part, mais tout le monde dans la maison le comprenait. Julia était l'investissement. Moi, j'étais les frais généraux. Julia avait des cours de piano. Moi, j'avais des manuels d'occasion. Julia avait une nouvelle robe pour chaque bal d'école. Moi, on me disait de faire avec ce que j'avais. Et ma mère ne le cachait pas. Elle nous présentait au barbecue du quartier comme une gamme de produits. Voici ma fille Julia. Elle va accomplir de grandes choses. Puis elle faisait un geste vague vers moi. Et voici Pej. Pas de prédiction, pas de fierté, juste un nom. Le réfrigérateur était le musée de la vie de Julia, photo de Shirley Digne, certificat de la société d'honneur, un bouton de fleurs séchées du bal de rentrée collé sur la poignée du congélateur, chaque centimètre couvert. Un matin, en 2e année de lycée, j'ai accroché mon certificat de tableau d'honneur avec un aimant, pile au centre. À mon retour de l'école, il avait disparu. Le frigo devenait encombré, a dit ma mère sans lever les yeux de son magazine. Mon père, Richard, était un autre genre de problème. Il n'était pas cruel. Il était absent émotionnellement, stratégiquement absent. Parfois, il me croisait dans le couloir, loin des oreilles de ma mère, et posait une main sur mon épaule. Je suis fier de toi, ma puce. 5 mots. Toujours murmuré. Toujours quand Donna ne regardait pas, comme si être fier de moi était quelque chose qui nécessitait le secret. Je me disais que ça changerait quand j'entrerais à l'université. J'ai été accepté avec une bourse qui couvrait la moitié. Il me fallait juste qu'il couvre l'autre moitié. Ce qui s'est passé à cette table de dîner, je le rejoue encore dans ma tête aujourd'hui. Mai 2008. J'avais 18 ans. L'année de terminale se terminait dans 11 jours. J'avais un plan. J'avais tout imprimé, la lettre de bourse, le détail des frais, un budget sur 4 ans que j'avais construit sur un tableur revenu de mes petits boulots, dépenses estimées, l'écart qu'il leur fallait combler, 62 000 € sur 4 ans. J'avais répété mon discours 3 fois devant le miroir de la salle de bain. Le dîner était du poulet rôti. Julia était assise en face de moi, scrollant sur son téléphone. Mon père coupait sa viande en silence. J'ai attendu que ma mère finisse son 2e verre de vin, puis j'ai posé le dossier sur la table. J'ai été accepté à UConn, j'ai dit. Demi-bourse. J'ai juste besoin d'aide pour le reste. Ma mère n'a pas ouvert le dossier. Pej, on en a déjà parlé. En réalité, non, jamais. Tu dois apprendre l'indépendance. Elle l'a dit comme un diagnostic. Le monde réel ne te donne rien. J'ai souligné l'évidence. Tu paies la totalité des frais de Julia à Syracuse. La situation de Julia est différente. Ma mère a plié sa serviette, précise, sans hâte.
Elle a un potentiel qui doit être nourri. Toi, tu es plus résiliente. J'ai regardé mon père. Il fixait son assiette. Sa fourchette ne bougeait pas. Il n'a rien dit. Julia remuait son verre d'eau. Elle n'a pas levé les yeux. Pas un mot pour me défendre. Pas un. Cette discussion est terminée, a dit ma mère. Si tu le veux assez fort, tu trouveras un moyen. C'est ce que font les gens forts. J'ai ramassé mes papiers. Mes mains tremblaient. Je ne pleurerai pas devant eux. Je ne lui donnerai pas ça. Plus tard, dans le couloir, mon père m'a attrapé le bras. J'ai pensé, enfin il va dire quelque chose. Ta mère a ses raisons, a-t-il dit. Laisse-lui du temps. Puis il est parti. Retour au salon, retour à la télévision. Retour à cette version de la paix qui exigeait mon silence. Cette nuit-là, j'ai fait une valise. J'avais 340 € sur mon compte d'épargne, et j'ai pris une décision que je n'ai jamais inversée en 9 ans. 5h14 du matin. La cuisine était sombre. J'ai posé ma clé de la maison sur le comptoir, à côté de la cafetière que ma mère allumait tous les matins à 6h15, pour qu'elle la trouve en premier. Pas de mots. Je n'avais plus rien à expliquer. La lumière du garage était allumée. Mon père était assis dans sa Buick, moteur éteint, main sur le volant. Il m'a vu à travers le pare-brise. Je l'ai vu. Il n'a pas ouvert la portière. Je n'ai pas frappé à la vitre. On s'est juste regardé pendant 3 secondes qui ont paru une année. Puis je me suis retourné et j'ai marché jusqu'à l'arrêt de bus sur Farmington Avenue. Le campus était à 90 minutes. Ma chambre de résidence avait un matelas fin, un bureau métallique, et une fenêtre qui ne fermait pas complètement. Pas de drap, pas de couverture. J'avais oublié les miens. J'ai dormi en veste cette première nuit. À la fin de la semaine, j'avais 3 boulots, plongeuse chez Fellinies, un restaurant italien près de Main Street, caissière de nuit dans une station Sunoco sur la route 44, équipe de nettoyage dans les résidences le week-end. Mon emploi du temps était un puzzle sans image sur la boîte. 4 heures de sommeil par-ci, une sieste de 90 minutes par-là. Je mangeais ce que Fellinies jetait à la fermeture. 2 semaines plus tard, j'ai appelé ma mère. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je pensais que la distance avait adouci quelque chose. Tu as fait ton choix, a-t-elle dit. Ne m'appelle pas pour me faire culpabiliser. Elle a raccroché. 7 secondes. Toute la conversation. J'ai enregistré son numéro sous un nouveau nom, ne pas répondre. Ce soir-là, un texto de Julia est arrivé. Je l'ai fixé longtemps. Maman dit que tu fais ton cinéma. Rentre juste et excuse-toi. Donc, c'était l'histoire qu'elle racontait. Je n'étais pas la fille qu'ils avaient abandonnée. J'étais celle qui était partie. La difficile. La dramatique. Je ne le savais pas encore, mais cet appel était la dernière fois que je parlerais à ma mère pendant près d'une décennie. Et quand on s'est enfin retrouvé face à face, elle ne reconnaîtrait pas la personne que j'étais devenue. Ma première année m'a brisé. Je me suis endormi 2 fois en chimie organique, j'ai renversé de l'eau bouillante sur ma main gauche pendant un rush du dîner chez Fellinies. Brûlure au 2e degré, 3 doigts. Je l'ai bandé avec de la gaz de la trousse de secours de la station-service, et je suis allé à mon cours du matin 40 minutes plus tard. Mon GPA oscillait autour de 2,9, dangereusement proche de perdre la bourse qui me gardait inscrite. Le professeur Alan Whitfield l'a remarqué. Il enseignait mon séminaire d'introduction aux sciences de la santé. Cheveux argentés, nœud papillon, le genre d'homme qui lit vraiment les travaux des étudiants au lieu de les survoler. Après un cours un mardi, il m'a demandé de rester. « Tu es épuisé ?» a-t-il dit. Ce n'est pas une question. Je lui ai donné la version courte. Il n'a pas eu pitié. Il a sorti un dossier de bourses internes et de postes d'assistant de recherche. « Tu es trop intelligente pour craquer avant la 2e année, a-t-il dit. Laisse-moi t'aider à trouver un moyen qui ne coûte ni tes mains ni ton sommeil. Il m'a fait entrer dans un poste de recherche rémunéré dans son labo. Ce n'était pas énorme 400 € par mois, mais ça remplaçait les shifts de nuit à la Sunoco. Pendant ce temps, ma mère était occupée. Thanksgiving est arrivé. Je n'étais pas invité.
J'ai appris plus tard que Donna avait dit à toute la famille que j'avais été invité et que j'avais refusé. Elle ne veut pas nous voir, aurait dit ma mère en tamponnant ses yeux avec une serviette. On a tout essayé. Ma tante Hélène, la petite sœur de Donna, m'a appelé la semaine suivante. Ta mère est dévastée, Paige. Pourquoi lui fais-tu ça? J'ai essayé d'expliquer. Hélène m'a coupé. Donna ne ferait jamais ça. Tu as toujours été la difficile. La ligne s'est coupée. Et comme ça, j'ai perdu le côté maternel de la famille aussi. Cette même semaine, Julia a posté une photo sur Facebook, une Audi A4 garée dans l'allée des parents, un gros nœud rouge sur le capot. Légende, meilleurs parents du monde. Commentaire de ma mère en dessous, tout pour ma petite fille. 87 likes. J'ai pris une capture d'écran pas par amertume, par clarté. Cette nuit-là, j'ai arrêté d'espérer qu'il change et j'ai commencé à construire une vie qui n'avait pas besoin qu'il le fasse. Lena Nova s'est assise à côté de moi en biologie 2011, le premier jour de la deuxième année. Cheveux noirs attachés avec un élastique, cernes plus profonds que les miens, thermos de café de la taille d'un petit extincteur. Tu as l'air comme je me sens, a-t-elle dit. Merci. C'est un compliment. Ça veut dire que tu continues à te pointer. Lena était en prépa médecine. Ses parents avaient immigré de République tchèque quand elle avait 6 ans. Ils tenaient une teinturerie à Bridgeport et ne pouvaient pas payer ses frais plus que les miens. La différence, les siens voulaient aider. Ils ne pouvaient pas. Les miens pouvaient. Ils ont choisi de ne pas le faire. Elle est devenue la première personne à qui j'ai raconté toute l'histoire. Tout. Le dîner, le chèque, l'Audi, le post Facebook. Je lui ai raconté sur un banc devant le bâtiment des sciences à 23h, toutes les deux en train de manger des sandwichs de station-service parce qu'aucune de nous ne pouvait se payer le réfectoire. Lena n'a pas scié. Elle n'a pas offert de compassion. Elle a essuyé de la moutarde sur son menton et a dit, tu ne leur dois pas un arc de rédemption, Paige. Tu te dois une vie à toi. J'ai porté ces mots pendant des années. Ce semestre-là, j'ai commencé à écrire un article de recherche pour le labo de Whitfield. 12 pages sur les applications de données dans la gestion des dossiers patients, système de petites cliniques, optimisation des flux de travail, écart d'interopérabilité. Je l'ai écrit surtout entre les shifts de minuit, dans la salle de pause du personnel chez Fellinies, entre deux charges de vaisselle industrielle. C'était sec, technique, profondément peu sexy. Mais c'était la première chose que j'avais construite qui me semblait complètement mienne. Whitfield a lu le brouillon en une seule séance. Ça pourrait devenir quelque chose, a-t-il dit. Pas juste un article. Quelque chose de réel. Cet article, ces 12 pages écrites entre des shifts de minuit, deviendrait plus tard la base de quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Mais ça vient plus tard. Une nuit, en triant le courrier indésirable, j'ai trouvé un email transféré de mon père. Pas de sujet, pas de salutation, juste 7 mots, j'espère que tu manges assez, papa. Il n'a pas demandé où j'étais, n'a pas proposé d'aide, n'a pas mentionné ma mère. Juste 7 mots flottants dans le silence numérique. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai fermé mon ordinateur et je suis retourné au travail. La fin de la deuxième année a failli m'engloutir. Fellinies a fermé. Le propriétaire a pris sa retraite. Le bâtiment a été vendu. Comme ça. 40% de mes revenus ont disparu du jour au lendemain. Je me suis assise sur mon lit de résidence et j'ai refait les calculs 3 fois, en espérant que les chiffres changent. Ils n'ont pas changé. J'avais assez d'économies pour 6 semaines de loyer dans ma chambre partagée. Après ça, rien. J'ai pris mon téléphone, scrollé jusqu'à ne pas répondre. Mon pouce a plané au-dessus du bouton vert pendant 11 secondes. Je les ai comptés. J'ai reposé le téléphone. À la place, j'ai marché jusqu'au tableau d'offres d'emploi du campus et je me suis inscrite à 2 nouveaux boulots, tutorat en statistique pour les premières années et saisie de données freelance pour un bureau d'assurance local. Le week-end, mon emploi du temps se compressait à 3 heures de sommeil par nuit. Certains matins, je ne me rappelais pas avoir conduit jusqu'au campus. Lena a commencé à glisser des barres de céréales dans mon sac à dos sans me le dire. Pendant ce temps, Julia vivait son semestre à l'étranger à Florence. Je le savais parce que son Instagram existait même si je l'avais unfollowé.
L'algorithme se fichait de mes limites. Une photo est apparue dans mon fil à 2 heures du matin, Julia sur une terrasse surplombant l'Arnaud, verre de vin à la main, lumière dorée sur le visage. Légende, vivre ma meilleure vie. Grateful. Ma mère l'avait reposté avec ses propres mots, ma fille qui conquiert le monde. J'étais assise dans la buanderie du sous-sol de ma résidence. La lumière au plafond bourdonnait. Le chauffage était coupé depuis 3 jours. Mes doigts étaient gercés par le savon à vaisselle et l'eau froide. Même parents, même sang. Monde différent. Puis une bouée de sauvetage. Whitfield m'a appelé dans son bureau au pas pour me prévenir, pour me remettre une lettre. J'avais été sélectionné pour une bourse de recherche d'été compétitive, entièrement financée, logement, allocation, repas, tout couvert pendant 10 semaines. Tu as mérité ça, a-t-il dit, pas à cause de ta situation, à cause de ton travail. Ce programme d'été a sauvé ma carrière académique, mais plus important, il m'a introduite dans un réseau de personnes dans la technologie de la santé. Des gens qui voyaient ce que je pouvais construire, pas d'où je venais. L'une de ces connexions me mènerait à un nom que je n'entendrai plus avant des années. Pas avant de me retrouver au fond d'un mariage auquel je n'étais pas censé assister. J'ai obtenu mon diplôme summa cum laude un dimanche de mai. Le stade contenait 4000 personnes. Aucune n'était à moi. Léna se tenait dans les gradins avec une pancarte faite maison, Dr Connelly un jour, en lettres violettes tordues. Elle a crié mon nom quand j'ai traversé la Seine. Une personne plus forte que toute une famille aurait pu l'être. On a pris une photo dehors, juste nous deux, toque penché, souriant dans le téléphone de Léna. Pas de parents en arrière-plan, pas de bouquet, pas de réservation pour dîner après. Léna nous a emmenés dans un dîner sur la route 9, on a partagé une assiette de frites au fromage et on a appelé ça une célébration. J'ai trouvé un emploi en 1 mois. Analyste logiciel junior dans une petite firme de health tech en dehors de Hartford. 12 employés, bureau exigu, café infect. Mais j'apprenais vite, j'écrivais du code, je réparais des systèmes que personne d'autre ne voulait toucher, j'ai été promu une fois, puis une autre. À 24 ans, je griffonnais quelque chose à moi sur des serviettes et des tableurs, une plateforme pour gérer les données patients dans les petites cliniques, celles trop petites pour les logiciels d'entreprise, mais trop complexes pour le papier. L'idée qui avait commencé comme 12 pages dans le labo de Whitfield avait pris des dents. J'ai utilisé mes économies et un petit prêt SBA pour la lancer. Je l'ai appelé MedBridge Solutions. La première année, j'avais 2 clients et une table pliante pour bureau. J'ai incorporé sous mon nom marital enfin, presque marital. J'avais été fiancé brièvement au milieu de la vingtaine à un homme nommé David Alco. La relation n'a pas survécu aux semaines de 80 heures, mais quand on s'est séparés, tous mes dépôts légaux, ma réputation professionnelle et mes badges de conférence indiquaient Page Alco. Je ne les ai jamais changés. Ça me semblait bien à ce moment-là un nom que j'avais gagné dans des salles de réunion, pas hérité à une table de dîner où je n'étais pas la bienvenue. Puis un soir, mon téléphone a sonné. Indicatif du Connecticut que je n'avais pas vu depuis 6 ans. Salut, c'est Julia. Je sais. Maman ne sait pas que j'appelle. Qu'est-ce que tu veux, Julia? Une faveur? Une financière? Combien? 8 000 €. Je te rembourserai. Je ne peux pas demander à maman et papa. Ils ne doivent pas savoir. Pourquoi? C'est compliqué. Non. Elle a raccroché. 30 minutes plus tard, mon téléphone s'est allumé avec un numéro inconnu. J'ai décroché avant de réfléchir. Comment oses-tu refuser ta sœur? La voix de ma mère, plus froide que dans mon souvenir. Après tout ce que cette famille a fait pour toi. J'ai appuyé sur le bouton rouge, posé le téléphone face contre le comptoir, et je suis resté là à repasser ce que Julia avait dit 30 minutes plus tôt, maman ne sait pas que j'appelle. Donc soit ma mère avait soudain développé de la télépathie, soit ma sœur m'avait menti dans les 5 premières secondes de notre première conversation en 6 ans. Certaines choses ne changent jamais. Je me suis fait une tasse de thé et je suis retourné au travail. Je ne savais pas à quoi servaient les 8 000 €. Pas à ce moment-là. Mais quand je l'ai découvert des années plus tard, de la pire façon possible, ça expliquait tout ce que Julia cachait. Donna n'a pas pris le refus calmement. Elle ne l'a jamais fait. En 1 semaine, mon téléphone a commencé à sonner. Des numéros que je n'avais pas vus depuis des années. Cousins, famille,
amis, des gens que je me rappelais à peine des dîners de fête d'enfance. Tous avec le même script, Paige, ta mère est dévastée. Paige, comment as-tu pu tourner le dos à Julia? Elle les avait tous appelés. Construit un nouveau récit de toutes pièces. Paige a de l'argent maintenant. Paige refuse d'aider sa propre sœur. Paige est devenue froide et égoïste depuis qu'elle est partie. Tante Hélène a appelé. A-t-elle pleuré quand je travaillais 3 boulots à 18 ans? C'était ton choix. Exactement. Et ça aussi, c'est mon choix. Au revoir, tante Hélène. Puis est venu le post Facebook. Long, performatif, dégoulinant de tristesse soigneusement construite. Certains enfants oublient d'où ils viennent. Le cœur d'une mère ne peut se briser qu'un certain nombre de fois. Elle ne m'a pas nommé. Elle n'en avait pas besoin. 142 likes. Le commentaire de Julia tout en haut, je t'aime, maman. Je suis là pour toi toujours. Un duo parfait. La fille dévouée et la mère blessée, mis en scène pour un public qui n'avait jamais entendu qu'un seul côté. J'ai vu le post. Je n'ai pas réagi, pas commenté. J'ai bloqué les 2 comptes, fermé mon ordinateur, et je suis retourné déboguer une intégration client qui était due le lendemain matin. Quelques jours plus tard, Léna m'a appelé pendant sa pause à l'hôpital. Elle était à mi-parcours de sa résidence à ce moment-là. Question au hasard. Le LinkedIn de Julia dit qu'elle est administratrice senior en santé, mais je l'ai cherché hier soir sur le registre des licences de l'État. Rien. Pas de licence, pas de trace. Peut-être qu'elle ne l'a pas mis à jour. Ou peut-être qu'il n'y a rien à mettre à jour. J'ai rangé ça dans un coin. Je n'y ai plus repensé. J'étais trop occupé à construire quelque chose de réel pour courir après le mensonge de quelqu'un d'autre. J'aurais pu riposter. Poster ma version. Corriger le récit, sortir les reçus. Mais j'avais une entreprise à bâtir. Et la meilleure réponse à un faux récit n'est pas un contre-récit. C'est une vie qu'ils ne peuvent pas éditer. 2 ans et demi après cet appel, Medbridge Solutions a bouclé son tour de table série à 4,2 millions d'euros de financement, 28 employés, un vrai bureau dans le centre de Boston avec de vrais bureaux et du café qui ne goûtait pas au nettoyant moteur. Je conduisais toujours une Honda Civic avec une bosse sur le pare-chocs arrière. Je vivais toujours dans un appartement une chambre à Somerville. Je n'ai pas construit cette entreprise pour impressionner qui que ce soit, ai-je dit à Léna quand elle m'a demandé pourquoi je n'avais pas upgradé. Je l'ai construite parce que je n'avais pas de filet de sécurité et pas d'autre option. Cet octobre-là, j'ai été invité à parler à une conférence sur la technologie de la santé à Chicago. 200 participants, surtout des administrateurs d'hôpitaux et des opérateurs de cliniques. J'ai présenté la plateforme de Medbridge, comment elle réduisait le temps d'onboarding des petites pratiques de 60%, comment elle s'intégrait au système EHR existant sans le prix des solutions d'entreprise. Après, un homme en blazer gris s'est présenté près de la station café. Grand, poignée de main assurée, contact visuel direct. Marcus Webb. Je suis le directeur financier de Lakeview Medical Partners, une chaîne régionale de cliniques. Nous sommes en expansion. Ce que vous avez montré là est exactement ce que nous cherchions. Combien de sites? 14-22 d'ici l'année prochaine. C'est un déploiement important. C'est pourquoi je veux parler chiffres. On peut se voir le mois prochain? On a échangé des cartes de visite. J'ai noté dans mes rendez-vous ce soir-là, Marcus Webb, Lakeview Medical, suivi novembre. Juste un nom, juste un deal potentiel. En attendant mon vol de retour à OR, une notification est apparue sur mon téléphone, Julia Connelly vous a envoyé une demande d'amis sur Facebook. Elle avait créé un nouveau compte. L'ancien était toujours bloqué. J'ai fixé quelques secondes, puis j'ai tapé refuser et rangé mon téléphone. Marcus Webb. Je ne savais pas qu'il allait devenir le fiancé de ma sœur, ni que notre deal ferait exploser un mensonge que ma famille construisait depuis 9 ans. 6 mois plus tard, le contrat avec Lakeview Medical Partners prenait forme. Valeur, 2,8 millions d'euros. De loin le plus gros de l'histoire de Medbridge. Mon équipe avait passé des semaines sur la proposition, spécifications techniques, calendrier d'implémentation, documentation de conformité. La santé est fortement réglementée, chaque détail devait être étanche. Dans le cadre du deal,
Lakeview voulait que Medbridge gère leur module de credentialing, le système qui suit les licences du personnel, certification et formation continue pour les audits réglementaires. Pour le construire correctement, nous avions besoin de leur dossier de personnel existant comme données d'exemple pour l'implémentation. Mon responsable conformité a demandé la liste complète du personnel avec les credentials listés. C'était une exigence technique, pas une enquête. Juste des données nécessaires pour configurer le système correctement. Ce qui n'était pas routine, c'est l'enveloppe arrivée à mon appartement un mardi après-midi. Crème, papier cartonné épais, dorure sur les bords. Je l'ai ouverte debout au comptoir de la cuisine, clé encore en main. Ensemble avec leur famille, Julia Connelly et Marcus Webb requièrent l'honneur de votre présence à leur mariage. Rosewood Estate, Holsebrook, Connecticut. Samedi 15 juin. 17h. Je l'ai lu 2 fois. Puis je l'ai posé, j'ai marché jusqu'à la fenêtre et je suis resté là un moment. Marcus Webb. Le même Marcus Webb dont le contrat était dans ma boîte de réception. Ma sœur épousait mon plus gros client. J'ai repris l'invitation. Une feuille de carnet pliée est tombée de derrière la carte RSVP. L'écriture était tremblante, penchée, petite lettre enfoncée fort dans le papier. S'il te plaît viens, papa. Pas Donna, pas Julia. Richard. Il l'avait glissé comme de la contrebande. Mon père ne savait pas ce que je faisais dans la vie. Il n'avait jamais demandé, je ne lui avais jamais dit. Notre seule communication en 9 ans avait été un email de 7 mots auquel il n'avait jamais donné suite. Il n'avait pas envoyé l'invitation parce qu'il savait pour Marcus ou Medbridge. Il l'avait envoyé parce que, malgré tous ses échecs, il voulait encore ces 2 filles dans la même pièce. J'ai appelé Lena ce soir-là. Ma sœur épouse mon plus gros client. Silence. Il sait qui tu es. A-t-elle demandé. Il me connaît comme la PDG de Medbridge, pas comme la sœur de Julia. Est-ce que Julia sait? Je ne pense pas. Elle n'a aucune idée de ce que je fais. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai regardé le papier du carnet, l'écriture tremblante de mon père, les petites lettres d'un homme qui n'avait pas le courage d'appeler, mais ne pouvait s'empêcher de tendre la main. Je vais y aller. J'aurais dû jeter l'invitation. Chaque partie rationnelle de moi disait, n'y va pas, mais l'écriture de mon père sur un papier de carnet déchiré, glissé derrière une carte RSVP comme s'il avait peur qu'on le voie, a brisé quelque chose en moi que je pensais sceller. J'ai passé 2 semaines à hésiter. Lena a dit, si tu y vas, vas-y pour toi, pas pour eux. Elle avait raison. Elle avait presque toujours raison. J'ai décidé d'y aller pour 3 raisons, la clausure, la note de mon père, et le fait que j'avais besoin d'une dernière rencontre en face à face avec Marcus avant de finaliser le contrat. Un mariage n'était pas idéal, mais rien dans cette situation ne l'était. J'ai répondu pour 2, moi et Lena, qui a insisté pour venir. Tu n'entres pas dans cette maison seule, a-t-elle dit. Je n'ai pas survécu 4 ans de fac de médecine pour te laisser affronter Donna Connelly sans renfort. Pendant ce temps, le processus de due diligence avançait selon le calendrier. Mon équipe d'implémentation a commencé à faire passer les données de credentialing dans notre moteur de vérification. C'est une fonctionnalité centrale de la plateforme, croisement des credentials soumis avec les bases de données des licences d'État et les registres universitaires. C'est littéralement ce que fait le logiciel. C'est le produit qu'on leur vendait. Le genre de paperasse qui reste dans une boîte de réception une semaine avant que quelqu'un ne remarque. Le tableur est revenu avec 14 noms. Je l'ai scrollé à mon bureau, café en main, sans m'attendre à rien d'inhabituel. Ligne 9, Julia Connelly, administratrice en santé, master en informatique de la santé, State University of New York. Mon estomac s'est noué. Pas de surprise exactement. Plutôt une confirmation. Je me suis rappelé ce que Lena m'avait dit il y a quelques années. Son nom n'était pas sur le registre de l'État. J'aurais pu le signaler. J'aurais pu en parler à Marcus tout de suite. Mais c'était un processus de conformité, pas une enquête personnelle. Le protocole était clair, vérifier chaque nom sur la liste. Pas d'exception, pas de raccourci, pas de favoritisme dans un sens ou dans l'autre. J'ai envoyé un email à mon équipe juridique, accélérer la vérification des credentials, liste complète, procédure standard. Je n'ai pas isolé Julia. Je n'avais pas besoin.
Le processus trouverait ce qu'il y avait à trouver. 3 jours plus tard, une note préliminaire est revenue de mon responsable conformité, 3 noms signalés pour vérification étendue. Les réponses institutionnelles peuvent prendre 2 à 4 semaines. Le mariage était dans 18 jours. Les résultats pourraient arriver après. Et j'ai réalisé que je n'allais pas juste au mariage de ma sœur. J'entrais dans une collision entre deux mondes qu'elle n'avait jamais imaginé voir se rencontrer. Rosewood Estate s'étendait sur 12 acres de vignobles vallonnés juste au nord de la côte du Connecticut. Des guirlandes lumineuses pendaient en boucle entre de vieux chênes. Du lin blanc drapait chaque surface. Un quatuor à cordes jouait quelque chose de doux et de bon goût près de l'entrée du jardin. 200 chaises face à une arche couverte de fleurs. Ça ressemblait à une page de magazine. Ça ressemblait à de l'argent. L'argent de mes parents. Léna et moi sommes arrivés à 16h40. J'avais une robe marine simple, cheveux lâchés, pas de bijoux notables. Léna était en noir. Soutien moral et énergie funéraire, a-t-elle murmuré. Les deux s'appliquent. On avait à peine passé la table d'accueil quand une voix a coupé la musique d'ambiance. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Tante Hélène. Coupe de champagne en main, même expression pincée qu'elle avait la dernière fois qu'elle m'avait traité de difficile. J'ai été invité. Par qui? Est-ce que ça importe? Je suis là. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis s'est retirée vers un groupe de cousins près du bar. Je l'ai regardé murmurer quelque chose à 2 femmes que je reconnaissais vaguement. Les 2 se sont tournées pour me regarder. Puis ma mère est apparue. Donna Connelly traversait la foule comme une hôtesse de gala. Robe champagne, cheveux gonflés, sourire à pleine puissance. Elle touchait des épaules, embrassait des joues, riait à des choses pas drôles. Quand elle m'a vu, le sourire n'est pas tombé. Il s'est figé. Elle a traversé la pelouse en 6 secondes et m'a tiré derrière un treillis de roses blanches. Qu'est-ce que tu fais ici? J'assiste au mariage de ma sœur. Tu ne fais plus partie de cette famille depuis 9 ans. C'était le choix de qui? Sa mâchoire s'est serrée. Ne fais pas de scène. Pas aujourd'hui. Je n'ai aucune intention de faire une scène, maman. Elle m'a étudié pendant 3 longues secondes, me lisant, calculant. Puis elle s'est tournée vers ses invités, voix soudain lumineuse et chaude comme le soleil. Paige a décidé de nous faire la surprise. Comme c'est merveilleux. Elle ne m'a pas touché, pas enlacé, juste intégré à sa performance comme un fil lâche qu'elle devait ranger avant que quelqu'un ne remarque. Puis j'ai senti une main sur mon épaule. Je me suis retourné. Mon père était là. Son costume était un peu trop grand. Ses yeux étaient rouges. Il n'a rien dit. Il m'a juste tiré dans ses bras et serré. 9 ans. La première vraie étreinte en 9 ans. Je me suis raidi un instant. Mon corps ne se souvenait plus comment recevoir ça. Puis j'ai expiré et tapoté son dos. Salut, papa. Il a hoché la tête contre mon épaule, serré plus fort. J'ai senti les yeux de Donna dans mon dos tout le temps que mon père m'a tenu. Elle n'était pas en colère que je sois venu. Elle avait peur. Je ne comprenais pas encore pourquoi. Pas encore. Julia m'a trouvé 10 minutes plus tard. Elle est arrivée à travers la foule dans un nuage de tulle blanc et de lac. Son visage passait par les émotions plus vite qu'elle ne pouvait s'y fixer. Choc, puis calcul, puis performance. Elle a choisi la performance. Paige, oh mon Dieu, tu es venue. Elle m'a jeté les bras autour du cou devant une douzaine d'invités qui regardaient, voix assez aiguë pour porter. Tu m'as tellement manqué. Son parfum était cher. Son étreinte était vide. Elle m'a serré comme un accessoire, assez fort pour les photos, assez lâche pour ne rien signifier. Tu es superbe, a-t-elle dit en reculant, me scannant de haut en bas. Pas de chaleur. Évaluation. Félicitations, Julia. Merci. Je n'arrive pas à croire que tu sois là. Maman ne m'a rien dit. Elle ne savait pas. Un éclat de quelque chose a traversé le visage de Julia. Elle s'est reprise vite. Ma mère s'est matérialisée à mon coude. Allons te placer, Paige. Sa main s'est refermée sur mon bras, pas doucement, et m'a dirigé vers le fond de la zone de réception.
La table était cachée derrière un pilier près de l'entrée du traiteur. Carte de placement pour des noms que je ne reconnaissais pas. Des gens du bureau de Julia, des plus 500 partenaires, le siège le plus éloigné de la table d'honneur, le plus éloigné du micro. On ne t'attendait pas, a dit Donna. C'était la seule place restante. Lena s'est assise à côté de moi et n'a rien dit. Elle n'en avait pas besoin. Son expression disait tout. De la table d'honneur, la voix de ma mère portait à travers la réception pendant qu'elle présentait Julia aux invités. Ma fille, l'exécutive en santé. Elle a tellement bien réussi. Nous sommes si fiers. Ma fille. Singulier. Une cousine s'est penchée vers Donna. Et Paige, qu'est-ce qu'elle fait de nos jours? Oh, elle, pause, inclinaison de tête, elle se trouve. Tu sais ce que c'est. Rires légers ont parcouru la table. Quelques personnes ont jeté un regard vers moi. La main de Lena a trouvé la mienne sous la nappe. Respire. Je respire. Je respire à travers pire que ça depuis 9 ans. Au bar, Marcus était avec un groupe de garçons d'honneur, gesticulant avec animation. Je l'ai entendu dire assez fort pour porter, attendez de rencontrer notre partenaire tech stratégique plus tard. Elle vient spécialement pour ce gros deal. Il parlait de moi. Il ne le savait pas encore. Les discours ont commencé après le plat principal. Le témoin de Marcus est passé en premier. Charmant, oubliable. Puis la demoiselle d'honneur de Julia, une sœur de sororité qui a pleuré sur commande. Applaudissements polis, verre levé, le rythme d'un mariage qui fait ce que les mariages font. Puis ma mère s'est levée. Donna Connelly a pris le micro comme si elle était née avec. Elle a souri à la foule, tamponné ses yeux avant même de parler. La performance était impeccable. Je veux parler d'élever une fille, a-t-elle commencé. Mes doigts se sont serrés autour de mon verre d'eau. Elle a parlé de sacrifice, de nuit tardive et de matin tôt, de tout verser dans l'avenir de Julia. Elle a parlé de la carrière académique incroyable de Julia, de son dévouement, de son indépendance. J'ai élevé ma fille pour qu'elle soit indépendante, a dit Donna. Pour poursuivre ses rêves, pour ne jamais se contenter de moins. Aujourd'hui, elle épouse un homme digne de tout ce qu'elle a construit. Indépendante. Le mot m'a frappé comme une gifle. Le même mot qu'elle avait utilisé pour me refuser tout. Elle a continué. Julia est la preuve que quand une famille investit dans ses enfants, de belles choses arrivent. 200 personnes ont applaudi. Je n'ai pas bougé. La main de Lena pressait plus fort la mienne. Puis le regard de Donna a dérivé à travers la pièce et s'est posé sur moi. Une pause. Pratiquée. Délibérée. Et bien sûr, nous aimons tous nos enfants, a-t-elle dit comme on ajoute une note de bas de page. Une réflexion après coup agrafée au bas d'une page terminée. Quelques têtes se sont tournées vers moi. J'ai gardé mon visage immobile. Donna a conclu avec un grand geste. Pourquoi ai-je l'impression qu'il manque quelque chose aujourd'hui? Oh, je pense que c'est parce que notre famille est enfin complète à nouveau. Applaudissements. Ma mère est retournée à sa place, rayonnante. Mon père est apparu à ma table quelques instants plus tard. Sa main a trouvé mon épaule. Elle ne le pensait pas comme ça. Elle le pensait exactement comme ça, papa. Elle le pense toujours. Il a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. Il a tapoté mon épaule une fois et est retourné à la table d'honneur. Je n'allais rien dire. Je n'allais pas faire de scène. J'allais rester à ma table au fond de la salle, finir mon eau, et partir. C'était le plan. Ça avait toujours été le plan. Mais puis Marcus s'est dirigé vers ma table avec un homme que je reconnaissais, et le plan a cessé d'importer. Greg Harmon m'a vu en premier. Il était le partenaire commercial de Marcus. Je l'avais rencontré une fois en visio pendant les négociations du contrat. Costaud, visage rouge, voix qui portait. Il s'est arrêté net à 3 pieds de ma table. Paige Connelly. Medbridge. Marcus s'est retourné, m'a regardé, puis a regardé de nouveau. Attends. Son visage s'est recomposé en temps réel. Tu es Paige Connelly. La Paige Connelly. Je me suis levé. Salut, Marcus. Mais Alco ce n'est pas.
Il a regardé l'invitation dans sa mémoire. Connelly. Attends, ton vrai nom est Connelly? Paige Connelly. La grande sœur de Julia. Je me présente sous Alco professionnellement. Depuis des années. L'air entre nous a changé. J'ai regardé Marcus faire le calcul. Le nom de famille, l'invitation, la sœur que Julia n'avait mentionnée qu'en passant, toujours vaguement, toujours avec dédain. Elle n'a jamais. Il s'est interrompu. Elle n'a jamais mentionné qu'elle avait une sœur dans la tech. Elle disait que sa sœur était. Il s'est arrêté, mais pas assez vite. Était quoi, ai-je demandé. Ses yeux sont tombés. Elle disait que vous étiez brouillé. Que tu avais des problèmes. Je vois. Les gens aux tables voisines se tournaient. Une conversation à ce volume avec le marié à un mariage. Ça attirait les regards comme une voix forte dans une bibliothèque. Ma mère est apparue en quelques secondes. Elle a traversé la foule avec la précision de quelqu'un qui avait passé sa vie à contrôler des pièces. Marcus, chéri, ne dérange pas Paige. Sa voix était chaude. Ses yeux ne l'étaient pas. Elle est là pour profiter, pas pour parler affaires. Marcus a regardé Donna. La façon dont on regarde quelqu'un qui vient de vous dire que le ciel est vert. Affaire? Madame Connelly. Savez-vous qui c'est? Il a fait un geste vers moi. C'est la PDG de Medbridge Solutions. Nous sommes sur le point de signer un contrat de 2,8 millions d'euros avec sa société. Le visage de Donna a fait quelque chose que je n'avais jamais vu. Pendant une seconde, peut-être moins. Le masque a glissé. Sa bouche s'est ouverte. Ses yeux se sont agrandis. Quelque chose derrière recalculait. Puis le sourire est revenu au plus fin, plus serré. Eh bien, n'est-ce pas charmant? De l'autre côté de la réception, Julia regardait. Elle était en pleine conversation avec une demoiselle d'honneur, mais son corps s'était tourné vers nous, son verre figé à mi-chemin vers ses lèvres. Elle l'a posé sur la table la plus proche et a commencé à marcher vers nous. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu de la peur dans les yeux de ma sœur. Pas de moi. De se faire découvrir. Marcus n'a pas attendu que Julia nous rejoigne. Il se dirigeait déjà vers la scène, micro en main, porté par l'adrénaline d'un homme qui venait de tomber sur ce qu'il pensait être la plus grande coïncidence de la soirée. Tout le monde, désolé. Une dernière petite annonce rapide. Il a souri à la foule. 200 visages se sont tournés. Je viens d'apprendre quelque chose d'incroyable. La PDG de Medbridge Solutions, l'entreprise qui va transformer nos opérations de clinique, est ici ce soir. Et elle se trouve être la grande sœur de Julia. Le quatuor à cordes s'est arrêté. Même le personnel du traiteur a fait pause. Paige Alco, ou comme je viens de l'apprendre, Paige Connelly, la grande sœur de Julia. Marcus a pointé vers ma table. Elle a construit son entreprise de zéro. Sans connexion familiale, sans investisseurs initiaux. Elle a codé le premier prototype elle-même tout en travaillant de boulot. Finaliste Forbes 30 Under 30. Et elle était assise à la table du fond tout ce temps. Silence d'abord, puis applaudissements épars au début, puis plus forts, puis soutenus. Les gens ont tendu le cou. Quelques-uns se sont levés. Je suis resté debout, j'ai hoché la tête une fois. Merci, Marcus. C'est le jour de Julia. Gardons l'attention sur la mariée et le marié. Mais 200 personnes faisaient déjà ce que 200 personnes font. Elles recalculaient. Je le voyais sur leur visage. Les murmures ont commencé immédiatement. Attends, c'est la sœur que Donna disait, se trouvait? C'est celle qui est partie? Forbes? À la table d'honneur, ma mère était immobile. Elle souriait encore, mais le sourire était rigide. Le genre d'expression que les muscles gardent quand le cerveau derrière a cessé d'envoyer des instructions. Julia était figée près de la table des desserts, son bouquet pendait d'une main. Et tante Hélène, la messagère la plus loyale de ma mère, celle qui m'avait traité de difficile 2 fois en une décennie, s'est approchée de moi, le visage rose de colère. Pourquoi tu ne nous l'as pas dit? Je l'ai fait, tante Hélène. J'ai gardé ma voix égale. Il y a 6 ans, tu m'as dit que j'étais la difficile. Elle n'avait pas de réponse. Elle est restée là, bouche entrouverte, puis s'est retournée et est partie.
La révélation de statut n'était que l'entrée. Le plat principal arrivait encore, et il n'avait rien à voir avec moi. Julia a rejoint Marcus avant moi. Je n'entendais pas les mots d'où j'étais, mais je lisais le langage corporel. Les mains de Julia bougeaient vite, explication, déviation, remodelage. Les bras de Marcus étaient croisés. Sa mâchoire était serrée. Il a secoué la tête une fois lentement en la façon dont un homme fait quand il entend quelque chose qui ne colle pas. Donna m'a intercepté sur le chemin du bar. Tu as planifié ça, n'est-ce pas? Planifié quoi? Être réussi? Je l'ai regardé. Non, maman. C'était ton idée. Tu te souviens? Être indépendante. Tu es venue ici pour humilier ta sœur. Je suis venu parce que papa me l'a demandé. Tout le reste, tu l'as construit toi-même. Elle s'est approchée, voix baissée en sifflement. Tu as toujours dû tout ramener à toi. C'est la première fois en 9 ans que je suis dans la même pièce que toi. Je n'ai pas fait de discours. Je n'ai pas demandé le micro. Ton gendre m'a présenté. Règle ça avec lui. Elle s'est retournée et est partie. J'ai regardé ses mains. Elle tremblait. 5 minutes plus tard, Marcus est apparu à mes côtés. Son téléphone était dans sa main. Son visage était différent maintenant. La chaleur de l'annonce avait disparu, remplacée par quelque chose de plat et contrôlé. Paige, on peut parler? Pas ici. On est sorti sur le balcon surplombant le vignoble. Le soleil se couchait. La lumière était magnifique. Ça semblait obscène vu ce qui arrivait. Mon équipe m'a envoyé le rapport de due diligence ce matin, a-t-il dit. Je ne l'ai lu que maintenant. Il a levé son téléphone. Le nom de Julia est sur la liste de vérification des credențials. Je sais. Il dit que son master de la State University n'existe pas. Ils n'ont aucune trace qu'elle ait terminé un programme quelconque. Elle s'est inscrite, mais n'a pas fini la 2e année. Je sais. Il m'a fixé. Tu savais et tu ne m'as rien dit. La vérification finale est revenue hier matin. Livraison samedi à l'email de mon responsable conformité. Elle me l'a transféré 3 heures avant que je monte en voiture pour venir ici. Je n'ai pas encore eu le temps de le faire passer par le juridique, Marcus. Je ne savais même pas comment commencer cette conversation. Salut, les credențials de ta fiancée ne collent pas. Ah, et c'est ma sœur que tu vas épouser. Il n'y a pas de manuel pour ça. Son écran s'est éteint. Il est resté là, les 2 mains sur la rambarde, fixant les vignes en contrebas. 3 minutes de silence. La basse de la musique de réception pulsait faiblement à travers les portes vitrées. Puis il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Je vais lui demander une fois, a dit Marcus, toujours agrippé à la rambarde. Devant tout le monde. Parce que si elle me ment encore en face devant ma famille, mes partenaires, alors je saurai exactement qui j'allais presque épouser. Marcus, ne fais pas ça. Il faut que je le fasse. Il est rentré. Je l'ai suivi 3 pas derrière. Je ne voulais pas faire partie de ce qui allait arriver, mais je ne pouvais pas détourner le regard non plus. Julia était près de la table du gâteau, en train de parler à une demoiselle d'honneur avec un sourire qui travaillait trop dur. Elle a vu Marcus arriver et son sourire s'est illuminé. Bébé, quoi qu'elle t'ait dit. Tu as obtenu ton diplôme à la State. La demoiselle d'honneur a reculé d'un pas. Quoi? Julia a ri à son court, nerveux. Bien sûr que non. Tu l'as dit. Les yeux de Julia bougeaient. Gauche, droite. Elle scannait la pièce, calculant qui pouvait entendre. La plupart des tables à portée d'oreille s'étaient tues. On peut en parler plus tard? Tu m'as dit que tu avais un master. La voix de Marcus n'était pas forte. Elle était rigide, le genre de calme qui fait pencher les gens en avant. Tu as dit à tes parents que tu avais gradué. Tu as dit à ma clinique que tu étais certifié. Donna s'est matérialisée aux côtés de Julia. Sa main a trouvé le bras de Julia. Marcus, baisse la voix. Tu le savais? Il s'est tourné vers Donna. Savais quoi? Ma fille a gradué avec mention. Elle n'a pas gradué du tout, Madame Connelly. La voix de Marcus s'est brisée sur le dernier mot. Elle a abandonné en 2e année.
200 invités. Silence total. Même le quatuor à cordes s'était arrêté. Le seul son était un verre de vin que quelqu'un a posé trop fort à la table 6. Le visage de Julia s'est effondré. La performance est tombée d'un coup, comme un échafaudage qui s'écroule d'un bâtiment. Des larmes ont strié son maquillage. J'allais te le dire après le mariage. La mâchoire de Marcus a tremblé. Après que je t'ai embauché dans mon entreprise sur la base d'un CV que tu as inventé. Donna a ouvert la bouche à nouveau et Marcus s'est tourné vers elle. Stop. Marcus a levé une main. Pas fort, pas un cri, mais le mot unique a atterri comme une porte qui se ferme. La bouche de Julia s'est figée au milieu d'une phrase. Toute la réception s'est immobilisée. Il s'est tourné et m'a regardé, debout à 3 mètres, silencieuse, ne tenant rien, ne faisant rien. Cette personne. Sa voix s'est brisée. Il a pressé son poing contre sa bouche un instant, s'est repris, puis a baissé la main. Cette personne est la seule Connelly honnête dans cette pièce. 200 personnes m'ont regardé. Je n'ai pas parlé. Je n'ai pas hoché la tête. Je n'en avais pas besoin. Au bord de la scène, mon père était seul. Une main agrippait le dossier d'une chaise. Il ne défendait personne. Il ne parlait pas. Il pleurait en silence la façon dont les hommes pleurent quand ils savent depuis des années et n'ont rien dit. Marcus est sorti sur la terrasse et n'a pas regardé en arrière. Greg l'a suivi. Un groupe de garçons d'honneur leur a emboîté le pas, échangeant des regards qui disaient ce que personne ne dirait à voix haute. Ce mariage était terminé. Julia s'est effondrée au sol. Sa robe s'est étalée autour d'elle comme un parachute dégonflé. Tout ce tissu blanc, tout cet argent, posé sur les dalles. 2 demoiselles d'honneur se sont accroupies à côté d'elle. L'une lui a tendu une serviette. Julia ne l'a pas prise. La réception bourdonnait du murmure électrique bas de 200 personnes en train de digérer quelque chose qu'ils n'oublieraient jamais. Des chaises raclaient, des téléphones sortaient. Quelqu'un à une table du fond textait déjà. Ma mère s'est tournée vers moi. Sa composure avait disparu. Pas fissurée ou brisée. Sa voix est sortie brute. Tu es contente maintenant? Tu as détruit la vie de ta sœur. Je n'ai pas élevé la voix. Je ne me suis pas approché. J'ai parlé assez clairement pour que les tables proches entendent. Pas parce que je voulais un public, mais parce que j'en avais fini des conversations dans les coins. Non, maman. Les mensonges de Julia ont détruit la vie de Julia. Le processus standard de conformité de mon entreprise a trouvé la vérité. Ce n'est pas de la vengeance. C'est de la responsabilité. Tu aurais pu l'enterrer. Sa voix tremblait. Tu aurais pu ne rien dire et commettre une fraude. Risquer ton entreprise, tes employés, tes clients pour un mensonge. J'ai secoué la tête. Non. Je ne sacrifierai pas mon intégrité pour l'image de cette famille. Plus jamais. Quelque chose a bougé dans la foule. Je le sentais, le poids de la perception qui penchait. Quelques parents aux tables voisines ont échangé des regards. Tante Hélène a porté la main à sa bouche. Un homme plus âgé que je ne connaissais pas, quelqu'un du côté de Marcus m'a fait un signe de tête une fois. Juste une fois. Mais ça signifiait tout. Donna a regardé autour d'elle. Pour la première fois, la pièce n'était pas avec elle. Elle s'est retournée et a marché vers le parking sans un mot de plus. Une main a touché mon bras. Je me suis retourné. Megan, la demoiselle d'honneur de Julia, était là, les yeux rougis. J'aurais dû dire quelque chose il y a des années, a-t-elle dit. Je savais pour le diplôme. Elle m'a supplié de me taire. Je suis désolé. Donc le mensonge avait des racines plus profondes et plus larges que je ne l'imaginais. J'ai pris mon clutch sur la table. Il était temps de partir. J'étais à mi-chemin du parking en gravier quand j'ai entendu ses pas. Irréguliers, pressés, chaussures de ville sur pierre meuble. Paige, attends. Je me suis arrêté mais ne me suis pas retourné. L'air du soir était chaud et immobile. Les grillons avaient commencé dans les vignes. Je n'ai plus rien à dire, papa. Alors laisse-moi dire quelque chose. Sa voix était essoufflée. Pour une fois, je me suis retourné. Mon père se tenait sous une guirlande lumineuse qui s'arrêtait au bord du parking.
Sa cravate était desserrée. Ses yeux étaient gonflés. Il avait l'air de 10 ans de plus que l'homme que j'avais laissé dans le garage 9 ans plus tôt ce matin-là. Je savais que c'était mal, a-t-il dit. Chaque jour, Paige, je savais que ce que faisait ta mère était mal, et je n'ai rien dit. Pourquoi? Il a pressé les lèvres, regardé le sol, relevé les yeux vers moi. Parce que j'étais un lâche. Parce que c'était plus facile de te perdre en silence que de la combattre à voix haute. Sa voix s'est brisée. Et ça fait de moi quelqu'un de pire qu'elle. Parce qu'elle au moins croyait qu'elle avait raison. Moi je savais qu'elle avait tort. Et j'ai quand même choisi la paix. Le mot a flotté entre nous. Paix. Le même mot derrière lequel il s'était caché toute ma vie. Ce n'était pas la paix, papa. C'était l'abandon. Je sais. Silence. Une voiture a démarré quelque part dans le parking. La basse étouffée de la musique de réception pulsait encore de l'intérieur. Quelque part derrière nous, Julia était toujours assise par terre dans sa robe de mariée. Quelque part, ma mère cherchait ses clés de voiture. Et ici, sous une guirlande lumineuse sur un parking en gravier, mon père faisait la seule chose honnête qu'il ait faite en une décennie. Je ne te hais pas, ai-je dit. Mais je ne peux pas te pardonner ce soir. Peut-être pas avant longtemps. C'est juste. Je dois y aller. Il a hoché la tête. Conduis prudemment. 2 mots, simples, petits. Mais ce n'était pas une excuse cette fois. Ce n'était pas une déviation. Pour la première fois en 9 ans, mon père m'a dit quelque chose qui n'était pas conçu pour clore une conversation. C'était une admission qu'il n'avait pas le droit d'en prolonger une. Léna attendait près de la voiture. Elle n'a pas demandé ce qu'il avait dit. Elle a juste démarré le moteur. Je n'ai pas pleuré avant d'atteindre l'autoroute. Les retombées sont venues par vagues. La première vague était numérique. En 48 heures, mon téléphone n'a pas arrêté de vibrer. Mais pour la première fois en près d'une décennie, les appels n'étaient pas des accusations. C'étaient des excuses. Tante Hélène a appelé lundi matin. Sa voix était différente. Plus basse, dépouillée de cette certitude vertueuse que j'avais entendue toute mon enfance. Paige, je te dois des excuses. J'ai cru tout ce que ta mère m'a dit pendant 9 ans. Chaque mot. J'avais tort. Je l'ai remercié. Je n'ai pas dit que c'était ok, parce que ce ne l'était pas. Ma grand-tante Margaret, la sœur de ma grand-mère, la plus âgée de la famille encore en vie, m'a envoyé un email ce soir-là. 3 lignes. Ta grand-mère aurait été si fière de toi. Je suis désolé qu'on n'ait pas été là. S'il te plaît, ne nous abandonne pas tous. La deuxième vague était professionnelle. Les collègues de Marcus à Lakeview ont commencé à vérifier l'historique d'emploi de Julia. Ce qu'ils ont trouvé confirmait ce que je soupçonnais déjà. Julia n'avait jamais eu le titre d'administratrice en santé. Elle était réceptionniste ou une bonne, d'après la plupart des avis, sympathique, organisée, appréciée, mais le titre sur son LinkedIn, les credensials sur son CV, le diplôme au mur de son bureau à domicile, rien de tout ça n'était réel. Marcus m'a envoyé un email mardi soir, professionnel, contrôlé. Le contrat avec Medbridge reste sur les rails. La situation de Julia est personnelle et je ne la laisserai pas affecter notre relation professionnelle, mais j'ai besoin d'un peu de temps avant notre prochaine réunion. J'espère que tu comprends. J'ai compris. La troisième vague était sur les réseaux sociaux. Donna a posté une fois un long paragraphe larmoyant. Ma famille est déchirée par la jalousie et les mensonges. Priez pour nous. C'était le même playbook qu'elle utilisait depuis des années, mais cette fois la section commentaires n'a pas coopéré. Et Paige? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé au mariage? C'est vrai pour le diplôme de Julia? Elle a supprimé le post en 4 heures. Puis mercredi soir, un texto de Julia. Pas de préambule, pas de performance. Je suis désolé pour tout. Je n'attends pas que tu me crois. Je l'ai lu 3 fois. Je n'ai pas répondu. Pas parce que je ne la croyais pas, mais parce que je ne savais pas encore quoi dire. Certains messages doivent reposer avant de savoir ce qu'ils méritent. 2 semaines plus tard, les conséquences avaient cessé d'être des murmures pour devenir des faits. Julia a été licenciée de Lakeview Medical Partners.
La revue du département RH a confirmé ce que Marcus savait déjà. Elle avait présenté de faux credensials sur sa demande d'emploi ou un diplôme inventé, un titre professionnel qu'elle n'avait jamais eu. Selon les lois de l'emploi at will du Connecticut, cela suffisait comme motif, mais c'était pire qu'un simple licenciement. Parce que Julia avait listé ses faux credensials sur des documents soumis lors d'un audit fédéral de conformité l'année précédente, l'équipe juridique de la clinique l'a signalé comme un risque potentiel. Elle n'a pas été poursuivie pénalement. Il n'y avait pas de préjudice aux patients, pas de fraude à la facturation. Mais le licenciement a été documenté comme « misreprésentation de credensials ». Et dans la santé, c'est le genre de note qui vous suit d'une candidature à l'autre. Marcus a annulé le mariage discrètement. Pas d'annonce dramatique, pas de déclaration publique. Il a simplement informé famille et amis que les fiançailles étaient terminées. Rosewood Estate a remboursé ce qu'il pouvait. Les cadeaux du registre ont été renvoyés. La lune de miel au Portugal a été annulée. J'ai entendu ça de seconde main par Lena, qu'il avait entendu d'une connaissance commune à l'hôpital. Le cercle social de Donna, celui qu'elle avait cultivé pendant 30 ans, a commencé à se rétrécir. De vieux amis ont arrêté d'appeler. Des voisins qui passaient avec des casseroles ont gardé leur distance. La grand-tante Margaret m'a dit que lors d'un rassemblement familial le mois suivant, Donna s'est assise dans un coin et n'a presque parlé à personne. Elle avait l'air d'une femme qui n'avait plus de script, a dit Margaret. Le contrat MedBridge avec Lakeview s'est conclu dans les temps, 2,8 millions. Mon équipe a géré l'implémentation sur les 6 mois suivants. Marcus et moi avons gardé les choses professionnelles, cordiales, efficaces, séparées du personnel. Il m'a envoyé des fleurs pour le 5e anniversaire de MedBridge. La carte disait « d'une personne qui s'est faite elle-même à une autre ». Puis un jeudi pluvieux, un colis est arrivé à mon appartement. Petit, pas d'expéditeur. Cachet du Connecticut. À l'intérieur, une feuille de papier que je n'avais pas vue depuis 12 ans, mon certificat de tableau d'honneur, celui que ma mère avait retiré du réfrigérateur quand j'avais 15 ans, celui qui avait disparu au matin. Il était légèrement plié au coin, jauni sur les bords. Un post-it était collé au dos, dans l'écriture tremblante de mon père. Il n'était jamais encombré. Il était toujours à toi. Il l'avait gardé. 12 ans dans un tiroir de bureau, caché de ma mère, comme il avait caché chaque impulsion honnête qu'il avait jamais eue. Ce n'était pas assez. Un morceau de papier ne pouvait pas effacer une décennie. Mais je l'ai tenu longtemps avant de le poser. Je n'ai appelé personne pendant une semaine. J'avais besoin du silence. Puis un dimanche matin, je me suis assise à ma table de cuisine avec une tasse de café et j'ai fait ce que j'aurais dû faire des années plus tôt. Pas par colère, pas par victoire, mais par clarté. J'ai posé mes conditions. J'ai écrit un email à ma mère. Pas un texto, pas un appel. Un email. Parce que Donna performait mieux en temps réel, et je ne lui donnais pas de scène. Maman? Je ne te hais pas, mais je ne ferai plus semblant. Tu as choisi Julia non pas parce qu'elle avait plus besoin de toi, mais parce qu'elle était plus facile à contrôler. J'étais incommode parce que je posais des questions. Je n'en pose plus. Si tu veux une relation avec moi, ça commence par l'honnêteté ou pas une performance, pas un post Facebook. L'honnêteté. La balle est dans ton camp. J'ai envoyé. Je n'ai pas relu. Elle n'a jamais répondu. Je n'étais pas surprise. Les narcissiques ne négocient pas. Ils performent ou ils se retirent. Donna s'est retirée. J'ai appelé mon père le soir suivant. Je suis ouverte à rester en contact, ai-je dit, mais à mes conditions. Plus de laisse du temps. Plus de se cacher derrière maman. Si tu veux être mon père, sois mon père à voix haute. Longue pause. Je l'entendais respirer. J'ai serré. Ne essaie pas, fais-le. D'accord. Ce n'était pas une grande réconciliation. C'était une fissure dans un mur. Assez pour laisser passer la lumière. Pas assez pour la traverser. Pas encore. Quant à Julia, je ne l'ai pas contactée. Pas parce que je la haïssais. Parce que je n'étais pas prête. Le pardon n'est pas une porte que l'on claque. C'est une porte que l'on ouvre quand on est assez fort pour se tenir dans l'encadrement sans broncher. Je n'y étais pas encore. Peut-être un jour, mais pas sur le calendrier de quelqu'un d'autre.
Ce vendredi soir, Léna est venue avec de la nourriture thaï et une bouteille de vin. On s'est assise par terre dans mon salon, boîtes étalées entre nous, et elle a levé son verre. À la famille que tu as choisie. J'ai souri. Pour la première fois dans toute cette histoire, un vrai sourire. À la famille que j'ai choisie. Il y a une question que les gens me posent pas souvent, mais quand ils entendent des bribes de mon histoire lors d'une conférence, autour d'un dîner, ou dans une de ces conversations tardives qui vont plus profond que prévu, ils demandent « Te sens-tu vengé ?» Je suis assise dans mon bureau en ce moment. Il est tôt, 6h30, avant que quiconque arrive. Le skyline de Boston vire à l'orange par la fenêtre. 28 bureaux dehors, 28 personnes qui vont entrer dans l'heure. Chacune construit quelque chose qui compte. Cette entreprise a commencé comme 12 pages dans le labo d'un professeur et une fille qui ne pouvaient pas se payer ses draps de dortoir. Et non, je ne me sens pas vengé. La vindication impliquerait que j'avais besoin qu'ils aient tort pour que j'aie raison. Je n'en avais pas besoin. J'avais juste besoin d'être libre. Pendant des années, je me suis mesuré sur une balance que ma mère avait construite. Une balance conçue pour que je sois toujours en déficit et que Julia brille toujours. Il m'a fallu longtemps pour réaliser que la balance elle-même était cassée. Pas moi. J'ai commencé une thérapie il y a 3 ans, 2 fois par mois, le mercredi soir, avec une femme nommée Dr Russo, qui a une façon de poser des questions qui te font rester silencieuse une minute entière avant de pouvoir répondre. Je pensais que la thérapie était un signe de faiblesse, quelque chose dont on avait besoin seulement si on ne pouvait pas gérer ses problèmes seul. En réalité, c'est l'inverse. C'est la chose la plus dure que j'ai jamais faite. Plus dure que construire Medbridge, plus dure que dormir 3 heures par nuit, plus dure que d'entrer dans ce mariage. La voix de ma mère joue encore dans ma tête parfois. La résilience est un don, Paige. Elle le disait pour justifier de me laisser sans rien. Elle le disait comme une arme. Mais elle avait raison sur un point. La résilience est un don. Elle ne me l'a juste pas donné. Je l'ai forgé moi-même. Dans des cuisines tard le soir, des salles de classe tôt le matin, une chambre de dortoir avec une fenêtre cassée. Et personne ni elle, ni quiconque n'a le droit de s'en attribuer le crédit. Voici où tout le monde en est maintenant. Ma mère vit toujours dans la maison sur Maple Ridge Lane. Elle poste sur Facebook moins souvent 1 ou 2 fois par mois, là où c'était quotidien. Les posts sont plus courts. Plus de longs paragraphes sur le sacrifice et la maternité. Surtout des photos de son jardin. Tante Hélène m'a dit que Donna avait rejoint un club de lecture mais a quitté après 2 réunions parce que les femmes posaient trop de questions personnelles. Elle ne m'a pas contacté. Je ne m'y attends pas. Certaines personnes préfèrent perdre une fille plutôt que d'admettre qu'elles avaient tort. J'ai fait la paix avec ça. Pas parce que ça ne fait pas mal, mais parce qu'attendre qu'elle change faisait plus mal. Mon père m'appelle tous les dimanches à 17h30 précise. Les appels durent 5 à 10 minutes. Il me parle du temps, du chien du voisin, d'un documentaire qu'il a vu. Il ne mentionne jamais ma mère. Je ne demande jamais. Ce n'est pas assez, mais c'est quelque chose. Et après 9 ans de rien, quelque chose ressemble à beaucoup. Il essaie. Je le vois. Je ne suis pas sûr que essayer suffise, mais il le fait à voix haute, et c'est la partie qui compte. Julia s'est inscrite dans un community college à New Haven, un vrai programme cette fois, avec de vrais relevés de notes et de vrais cours. Elle et Marcus ne sont plus ensemble. Elle m'a envoyé une lettre manuscrite, 4 pages recto verso, environ 3 mois après le mariage. Je l'ai lue à ma table de cuisine. Elle était honnête d'une façon que Julia n'avait jamais été avec moi avant. Elle ne blâmait pas ma mère. Elle ne me blâmait pas. Elle a écrit « J'ai passé tellement de temps à être celle qu'il voulait que je sois que j'ai oublié de devenir quelqu'un de réel. » Je n'ai pas encore répondu. Certaines lettres doivent reposer avant de savoir quoi répondre. Mais je ne l'ai pas jetée non plus. Elle est dans mon tiroir de bureau, juste à côté du certificat de tableau d'honneur. Marcus et moi avons conclu le contrat Lakeview avec succès. On garde les choses professionnelles, propres, respectueuses, avec des limites. C'est un homme bien qui s'est retrouvé pris dans les décombres de quelqu'un d'autre. Je respecte la façon dont il a géré ça. Et moi, Medbridge grandit. On embauche. La plateforme est live dans plus de 30 cliniques en Nouvelle-Angleterre Lakeview, plus une douzaine d'autres partenaires.
Mais ce n'est pas la mise à jour qui compte. La mise à jour qui compte, c'est ceci. Je dors toute la nuit maintenant. Je ne sursaute plus quand un indicatif du Connecticut allume mon téléphone. J'ai des gens autour de moi qui m'ont choisi pas parce qu'on partage du sang, mais parce qu'on partage du respect. C'est suffisant. C'est plus que suffisant. Si vous regardez ceci et que vous reconnaissez votre famille dans la mienne, je vous vois. J'étais vous. Vous n'avez pas besoin de faire exploser un mariage pour trouver votre liberté. Parfois c'est plus calme que ça. Parfois c'est bloquer un numéro à 2 heures du matin. Parfois c'est entrer dans le bureau d'un thérapeute pour la première fois et dire la phrase que vous retenez depuis des années. Parfois c'est juste le mot non. Dis une fois, dis clairement, et non retiré. Mes parents m'ont appris une chose, même s'ils ne le voulaient pas. Ils m'ont appris que je pouvais survivre sans eux. Et une fois que vous le savez vraiment dans vos os, dans vos pires moments, dans le silence d'une chambre de dortoir vide à 18 ans, personne n'a plus de pouvoir sur vous. Je ne raconte pas cette histoire pour de la pitié. J'ai une entreprise, une meilleure amie qui m'a tenu la main sous une nappe lors du pire dîner de l'histoire du Connecticut, et une vie que j'ai construite avec mes 2 mains brûlées, gercées, ridées par l'eau de vaisselle. Je n'ai pas besoin de pitié. Je raconte cette histoire parce que pendant 9 ans, ma mère contrôlait le récit. Paige est partie parce qu'elle était difficile. Paige a refusé notre aide. Paige est le problème. 200 personnes l'ont cru. Ma tante l'a cru. Mes cousins l'ont cru. Et il y avait des nuits longues, froides, 3 heures du matin où j'ai presque cru moi aussi. Aujourd'hui, je reprends mon histoire. Si vous êtes le bouc émissaire de votre famille, celui qui est trop ou pas assez, si vous êtes le nom qu'on murmure à Thanksgiving, l'enfant dont le certificat a été retiré du réfrigérateur, écoutez-moi quand je dis ceci. Le rejet n'est pas votre reflet. Je suis Paige Connelly. J'ai 27 ans. Je dirige une entreprise que j'ai construite de rien. J'ai une famille qui m'a choisi et je dors bien la nuit. C'est suffisant. Si l'histoire de Paige vous a rappelé la vôtre, j'aimerais vous lire dans les commentaires. Étiez-vous l'enfant doré ou celui qu'on a laissé derrière? Et si ça a résonné avec quelqu'un que vous connaissez, partagez-le avec lui. Parfois l'histoire dont vous aviez besoin est celle que quelqu'un d'autre avait besoin de vous envoyer. Vérifiez la description pour d'autres histoires comme celle-ci. Merci d'avoir écouté. Prenez soin de vous.